Pour quelles raisons le bien-être au travail est-il un enjeu ? Quels conseils peut-on donner aux travailleurs pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs collègues ? Qu'est-ce qu'une entreprise attentive à la qualité de vie de ses équipes et à quoi cela se voit-il ? Quel est le rôle des dirigeants ? Peuvent-ils être exemplaires tout en veillant à leur propre équilibre ? Nous avons invité 6 acteurs de l'entreprise, 3 entrepreneurs et 3 salariés, à échanger leurs points de vue et leurs bonnes pratiques. Marie, Nicolas, Marie-Armelle, Jérémy, Jean-Michel et Élodie partagent avec nous leur vision et leur expérience du terrain, avec cœur et émotion, avec pragmatisme et conviction, dessinant les contours de l'entreprise bienveillante, celle qui concilie performance et bien-être au travail. Question numéro 1. Selon toi, avec la vue du métier que tu exerces, pour quelles raisons le bien-être au travail est-il un enjeu, et particulièrement actuellement ? Alors, dans le métier que j'exerce, on est très souvent, donc je suis consultant, on est très souvent face aux clients et on doit faire preuve de confiance en ce que l'on est en train de dire, même si derrière, des fois, on n'est pas forcément très sûr de ce que l'on avance. On n'a pas forcément eu toutes les billes avant pour être en mesure de mener un projet parfaitement. Donc on a besoin de faire face aux clients, même dans des situations où on n'est pas très confortable parce qu'on aurait bien aimé avoir plein d'autres éléments en main pour être capable d'apporter la meilleure des solutions. Et la bienveillance au sein de l'entreprise, dans ces moments-là, c'est très important si on sent que l'on a besoin d'aide, d'être capable de dire « oui, sur ce sujet en particulier, je vais être à poil ». Et dans notre entreprise et dans mon équipe actuellement, on a beaucoup de projets qui arrivent d'un coup. Ça a été calme pendant très longtemps et là, d'un coup, il y a plein de projets qui arrivent. On se retrouve chacun un peu seul sur ses propres projets. Un peu tous dispersés, alors on est chacun en télétravail, mais on travaille tous sur des projets avec des clients dans différents pays. Ce qui fait qu'on pourrait très bien se retrouver chacun seul face à ces problématiques. Et j'ai la chance d'avoir un chef d'équipe qui est bienveillant et pour qui les 3 valeurs principales sont la confiance, l'autonomie, alors il ne le dit pas comme ça, mais laisser de l'autonomie à tous les consultants, et l'authenticité. Pour moi, c'est très important de savoir que quand je vais être au travail, je ne vais pas avoir besoin de jouer un rôle et que je vais pouvoir dire là, je ne sais pas, là, j'en sais rien, là, je ne le ferai pas comme ça. Là, je ne suis pas d'accord avec ce que l'on est en train de faire et que je n'ai pas besoin de faire comme si j'adhérais à tous les messages de l'entreprise ou à toute la stratégie que je peux trouver aberrante à certains moments. Alors, c'est pas forcément le cas en ce moment, mais le savoir que j'ai la possibilité de le dire, que je vais être à minima entendu et qu'après on va pouvoir vraiment en discuter et potentiellement trouver des actions ensemble. Voilà. Donc dans ces moments-là où l'activité peut être d'un coup très forte et qu'on va se retrouver potentiellement dans des situations un peu inconfortables, c'est quand même bien de savoir qu'on va être capable de partager avec une écoute bienveillante. Voilà. Alors en fait, j'ai l'impression en tant que soignante que je vais avoir les 2 casquettes. C'est-à-dire que je vais être en attente de bienveillance de la part de mes chefs, des médecins avec qui je travaille, mais aussi un rôle de bienveillance auprès des salariés que je vais recevoir, que je vais encadrer, que je vais accompagner. Cette bienveillance, elle est très naturelle, elle est très spontanée. Et en plus, on offre un cadre, quand les gens viennent comme ça nous voir, qui va être sécurisant, où en fait, il va y avoir bien entendu le respect et le secret médical. Donc en fait, cette bienveillance, elle s'instaure assez rapidement. Et on arrive à glisser le salarié dans quelque chose de cocooning, de tout doux pour que justement il puisse exprimer ses souffrances au travail ou au contraire des choses
très agréable aussi. On nous fait part souvent de choses qui se sont bien terminées. Donc voilà. Un enjeu parce que je pense que pour aller au travail, le travail pour moi c'est la santé. Aller travailler avec la banane, avec la pêche, c'est se décupler toutes ses forces, toutes ses capacités. C'est le partage avec ses collègues, avec ses supérieurs, avec le stagiaire qu'on encadre. Voilà, pour moi, le travail, c'est vraiment un enjeu. Ça prend une place importante dans notre vie aussi. C'est ce qui peut donner du sens, ce qui nous donne un but aussi. Donc, c'est quelque chose où chaque salarié devrait être content d'aller vers un but, s'accomplir, se créer, partager, on l'a déjà dit, et puis apprendre des autres aussi. Et la bienveillance, effectivement, ça passe à travers un regard, comme là, quand je vous regarde comme ça, voilà, il y a plein d'émotions qui passent, et rien que ça, et des fois, il n'y a pas besoin de parler. Encore plus particulièrement dans des conditions où tout le monde, pendant cette année, on s'est posé plein de questions, on s'est remis en question, on a entendu les angoisses de certains qui venaient nous voir et qui disaient « je suis pas bien chez moi, en télétravail, parce que j'ai plus le soutien, je ne vois plus mes collègues ». Et je pense qu'effectivement, la perte de sociabilisation peut amener à se renfermer et avoir là toutes les mauvaises ondes et toutes les peurs qui peuvent ressurgir. Donc voilà, et mon rôle était d'accueillir et d'orienter les gens au téléphone et de les orienter vers des médecins, des psychologues et surtout être à l'écoute d'eux. Voilà. Je pense que ça dépend vraiment de la personne en face. Certains travailleurs ont besoin d'un cadre très très limité pour qu'ils se sentent en confort, on va dire, en sécurité. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à travailler s'ils ne sont pas vraiment dirigés. Donc il faut vraiment écouter le travailleur pour savoir de quoi il a besoin. Moi, j'ai besoin de liberté, par exemple. Clairement, sans liberté, je vais pas me sentir bien. Savoir que j'ai la capacité de prendre des initiatives, de m'organiser comme je pense qu'il est bon de le faire pour arriver au résultat, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que sinon j'ai l'impression d'être juste le bras de la personne qui a pensé et ça me fait me sentir emprisonné. Donc pour moi c'est sûr qu'il le faut. Après je sais que pour d'autres personnes, non, s'ils n'ont pas un cadre très très clair, très défini avec des procédures à suivre, voilà, ils vont pas y arriver. Donc ça dépend vraiment de la personne, il faut d'abord écouter, il faut peut-être comprendre ce dont ils ont besoin. Je pense qu'actuellement, si on ne se posait pas la question sur le bien-être au travail, ce serait un peu compliqué étant donné qu'on est dans une phase très, très insécure, très incertaine. On est obligé de naviguer, en fait, sans rien voir. Donc, c'est facile de naviguer quand on a une vue, quand on sait où on va et on peut sécuriser les équipes sur le fait qu'on va aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, de mon poste à moi, en fait, c'est qu'on ne sait pas où on va vraiment parce qu'on ne sait pas ce que demain, on part sur une stratégie, puis là, oups, il y a une nouvelle information, tout s'arrête, et là, oups, on repart et on s'arrête, et c'est très, très, très compliqué. Donc moi, je sais que ce serait un poste que j'aurais beaucoup de difficulté à faire si on ne prenait pas soin du bien-être, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que chacun vit cette situation différemment. Et pourquoi c'est un enjeu? Parce que si on ne prend pas soin de ce bien-être-là, on peut pas avancer. C'est toute la structure, c'est toute l'entreprise qui tombe. Parce que c'est les hommes qui font cette entreprise-là. Et des hommes qui sont pas bien, ils peuvent pas faire ce qu'ils ont, pourquoi ils sont venus faire le travail qu'ils ont à faire. C'est tellement un bon sens et je le relis parce que est-il un enjeu particulièrement actuellement? Oui, c'est sûr mais en même temps, c'est un enjeu tout le temps. C'est-à-dire que comment on peut imaginer une entreprise avec des hommes sans prendre soin de ces hommes-là? Et c'est le grand challenge d'aujourd'hui des managers, des dirigeants, parce que c'est hyper complexe. Alors ouais, je suis plutôt d'accord avec
avec ce qui a été dit, et surtout ce qui m'interpelle là sur ta dernière intervention, c'est pourquoi particulièrement en ce moment. Alors bien sûr qu'il y a l'effet Covid, il y a tout ça, mais globalement ça devrait toujours être un enjeu, parce que on est moi je suis dans un métier, on va dire, de toute façon ce qu'on produit c'est issu du collectif, quoi. C'est issu du collectif, et si le collectif il marche pas, on passe son temps en tant que manager à gérer des conflits, des problèmes, etc. Alors que par contre, à l'inverse, si le collectif il tourne, c'est super enrichissant pour tout le monde, c'est un retour de bâton, et c'est valorisant, voilà, c'est apprenant. Donc, et quelque part, le bisounours, mais ça devrait toujours être comme ça, la vie en entreprise. Alors pourquoi aujourd'hui ça l'est peut-être plus qu'ailleurs, je sais pas. Moi je trouve qu'en tout cas dans le rôle de manager, il y a un truc qui est compliqué à gérer, c'est ces différences de génération. Parce qu'au sein d'une entreprise, vous avez des gens d'une génération vraiment différente, et il faut quand même réussir à les faire fonctionner ensemble. Et moi je me dis, personne n'a envie de s'emmerder au boulot, tout le monde a envie de se rendre la vie plus facile, mais en fait les moyens pour nous en tant que manager de leur amener ce dont ils ont besoin, ils sont différents en fonction des âges et en fonction de... Ils cherchent pas tous la même chose. Même si tout le monde a envie d'être bien, la réponse va pas être la même pour tout le monde. Et la difficulté que j'ai, ou que je constate, c'est de réussir à mêler ces jeunes générations qui ont toujours été peut-être plutôt dans l'habitude d'être un peu écoutées dès l'enfance, quoi, et qui ont un rapport au travail un peu différent des anciens, quoi. Et de respecter une équité dans tout ça. Il y a aussi beaucoup de signes très positifs dans tout ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup dans les mentalités ce souci de s'écouter plus qu'avant, au niveau des individualités et des entreprises aussi, et que globalement, je pense que voilà, on s'intéresse plus à l'autre malgré tout. En tout cas, en ce moment, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience un peu là-dessus, et moi, ça me rassure dans l'avenir. Alors moi, je pense qu'effectivement, les émotions ont leur place au travail. Personnellement, ma vie n'est faite que d'émotions. Je pense que l'être humain est chargé d'émotions qu'il arrive plus ou moins à faire passer, à communiquer, à retenir, ou au contraire à partager. Une émotion, ça ne se contrôle pas toujours. Et c'est ça qui est beau, c'est dans la spontanéité aussi. Ensuite, une émotion ne doit pas être utilisée à mauvais escient. Donc c'est là toute la bienveillance d'un manager, d'un collègue, d'un parent, d'un être humain, de faire attention à la limite de l'autre. Et c'est ça qu'on va peut-être appeler l'empathie. Voilà, se mettre à la place d'eux, savoir qu'est-ce qui peut toucher ou pas toucher. Et pour moi, l'émotion, elle transmet un sentiment. Elle peut exprimer plein de choses, une déclaration, une souffrance, un bonheur, une joie, un amour, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a réussi au travail? On fait yes, youpi, génial, voilà. La qualité de vie au travail dans cette période-là, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans mon entreprise depuis qu'on l'a créée, parce que les choses se font de manière plus fluide. On va parler de mécanique, quand deux rouages ne sont pas adaptés l'un à l'autre, ça grippe, ça craque, ça finit par casser. Et le fait de pouvoir avoir quelque chose qui tourne avec des personnes, avec un ensemble, parce que moi je me mets dedans, qui s'entendent bien, qui se font confiance, qui peuvent se parler, se dire des choses importantes au sens de l'entreprise.
permet de fonctionner de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. Je trouve que c'est important que chacun d'entre nous on puisse prendre les bonnes décisions au moment où on doit les prendre seul et que ça y contribue. Après, je pense que quand on parle de qualité de vie au travail, il faut penser au collaborateur comme quelqu'un qui est effectivement au travail, mais qui a aussi une vie chez lui. Et ça nous a ramené à ça aussi, parce que, sincèrement, je ne suis absolument pas intrusive et je ne veux pas connaître la vie privée de mes salariés. Je trouve que ça c'est du domaine de la manipulation et de l'ingérence. Par contre, ce qui est important, c'est d'arriver à connaître un peu à mesurer les signaux faibles qui font que, à un moment donné, il faut pouvoir agir aussi. Collaborateurs qui ont des enfants, qui font l'école à la maison, qui sont en télétravail, enfin, de façon à leur laisser un champ pour respirer et à accepter que la performance soit moindre pendant cette période-là. Je trouve que c'est important. Et puis il y a une autre chose que je voudrais dire aussi, que parfois, enfin moi en tant que chef d'entreprise, il y a des situations où on peut être... Enfin, moi, en tout cas, je me suis sentie impuissante et pas capable de pouvoir les gérer moi-même. Donc, c'est effectivement être aussi capable d'appeler à l'aide et d'aller faire intervenir des tiers pour pouvoir recréer une ambiance de confiance, une atmosphère de confiance entre les gens, entre les personnes, entre moi et eux, entre eux. Et ça, c'est aussi être capable, soi, en tant que dirigeant, aussi poser ses faiblesses et ses difficultés, parce que ça permet aussi de faire un pas en avant et d'aller plus loin, quoi. Être une sentinelle et détecter le mal-être en entreprise, en tant que moi, Élodie, infirmière, et en tant que soignante, je pense que déjà, c'est être à l'écoute d'eux. Être à l'écoute d'eux, ça veut dire aussi prendre le temps de voir, d'aller voir, de constater, d'alerter quand quelqu'un nous fait remonter une information, d'aller voir par soi-même aussi, pour voir si ça coïncide avec le sentiment et le point de vue de la personne. Essayer de trouver des solutions éventuellement, en mettant en relation le salarié, le manager, le RH, le médecin du travail. Voilà. Essayer de trouver des liens, mais assez rapidement. Il ne faut pas que le malaise s'installe. Il faut vraiment le casser à la base. Moi, je pense que le monde change, en fait. On a connu des entreprises avec des organisations pyramidales, des patrons, etc., qui ont fait du bien à notre économie, parce qu'il fallait y aller vite, il fallait reconstruire, etc. Je pense que le nouveau monde, en fait, celui dont je rêve, est plus construit sur des bases d'authenticité, comme tu as dit tout à l'heure, et d'adaptabilité permanente. Et j'ai adoré ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'on a parlé d'authenticité, on a parlé de jouer un rôle. Il n'y a plus personne qui veut jouer un rôle, à mon avis. Aujourd'hui, les gens, ils veulent être eux-mêmes. On parlait de droit à l'erreur. Ouais, je vais vous donner 4 piliers que j'ai chez moi. Parce que tout le monde utilise le terme droit à l'erreur. Mais pour moi, c'est galvaudé complètement. Droit à l'erreur, c'est la première brique, c'est le premier pilier. Tout le monde a le droit de faire des conneries. Tout le monde. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on teste. Sans erreur, pas d'avancée. Deuxième chose, c'est que quand on fait une bêtise, on est obligé de la corriger. Ça, c'est le droit à l'erreur, l'obligation à la correction. C'est-à-dire que chacun, ou minimiser les effets négatifs. La troisième chose, l'interdiction de reproduire.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une connerie, qu'on l'a rattrapée, on ne va pas reproduire. Et la dernière, c'est celle-là qui est le plus oubliée, chacun a un rôle de transmission de l'information. On est là, on est de passage sur la Terre, donc on est de passage en tant que parent, on doit transmettre, on est de passage en tant que patron ou en tant que salarié, on doit transmettre au maximum. Ça, c'est mes convictions et c'est ce qu'on fait valoir au sein de l'entreprise. Donc on doit transmettre. Et à partir de là, quand les gens mettent le pied chez moi, d'entrée de jeu, je vais essayer de les déconditionner des règles horaires, de les déconditionner de ce qu'ils ont l'habitude de voir, suivre les interros qu'ils faisaient à telle date, etc. On oublie ça, on oublie. On essaie de faire en sorte que chacun devienne lui-même et exprime ce qu'il a de meilleur à donner. Et quelqu'un qui s'exprime, qui exprime l'être qu'il est, il se voit avancer. On n'a même pas besoin de lui mettre un objectif ou une carotte devant les yeux. Il se voit avancer, il se voit grandir. À partir du moment où il se voit grandir, diffuser ses ailes, pour moi, il est heureux. Voilà. Et pour moi, le bien-être, c'est pas des techniques au travail, c'est pas des choses à mettre en place, un baby-foot dans une salle avec toute une équipe qui fait la gueule. Il servira à rien, le baby-foot. Ce qu'il faut, pour moi, c'est que les gens redeviennent eux-mêmes. C'est le rôle du manager et qui décide de reprendre leur vie en main. Donc, on va retrouver du bien-être au travail parce que cette richesse, elle va être utilisée directement pour les salariés eux-mêmes, pour qu'ils se créent eux-mêmes leurs conditions qui vont bien, pour qu'ils se sentent bien dans l'équipe, etc. Et pour moi, en fait, c'est la seule clé. Si on n'a pas de bien-être au travail, dans l'entreprise en tout cas dans laquelle on est, aujourd'hui les choses vont vite, ça zappe. Ils changeront de boîte. Il n'y a plus personne qui fait 40 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, c'est très rare. Moi j'en ai. J'en ai, mais parce qu'ils ont vu les choses évoluer. À mon avis, vraiment, le rôle du dirigeant, c'est pas de faire à la place des autres, c'est d'organiser les choses, d'ouvrir suffisamment le porte-monnaie qui est rempli par le travail de tout le monde pour diffuser, pour que chacun l'utilise pour changer son petit monde à lui dans le cadre de son travail. Deuxième question. Alors, selon toi, avec la vue du métier que tu exerces, qu'est-ce que c'est une entreprise qui prend soin de la qualité de la vie de ses travailleurs ? À quoi cela se voit-il, s'entend-il, se perçoit-il ? Je vais la laisser comme ça. Alors, prendre soin d'eux, déjà, pour moi, et c'est souvent ce que je dis aux salariés, prendre soin de soi et des autres, c'est déjà prendre conscience que nous sommes humains, avec des émotions, avec des sentiments, avec des limites, avec des envies, des frustrations. Et du coup, ça va être de mettre tout ça au service du collectif pour créer une dynamique et faire en sorte que justement notre implication, l'intérêt qu'on porte à son travail, comme tu disais tout à l'heure, le bonheur. C'est un mot que j'aime dire, mais moi, je préfère parler d'amour. Voilà. Pour moi, l'amour, ça veut dire plein de choses. Et l'amour de l'autre, l'amour de soi, ça se transmet, comme la gentillesse, comme la bienveillance. Et tout ça, ce sont des valeurs que l'on apprend à nos enfants, que l'on a envie de partager avec les gens qu'on aime. Et nos collègues, moi, j'ai envie de dire que je les aime. Parce qu'on a un but commun, on a tous des valeurs différentes, des aptitudes différentes, mais le fait de communiquer ce bonheur, cet amour, va faire que le collectif va prendre une positive attitude et du coup, ça va englober une super dynamique. Et voilà, pour moi, prendre soin d'eux, c'est ça. L'entreprise qui prend soin de ses travailleurs, ça se voit. Il y a des facteurs. Je vais être assez factuelle. Quand on voit qu'une entreprise n'a pas trop d'arrêt maladie,
quand on voit que dans une entreprise, il n'y a pas trop d'accidents du travail, c'est que à un moment donné, on s'est posé les bonnes questions. Donc toute la notion, toute la dynamique mentale, psychologique, psychique, c'est primordial. Voilà. Et très souvent, je ne suis pas psychologue, mais quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « j'ai mal au coude ou au poignet », on sent que derrière, il y a autre chose. Et il suffit juste de faire ça parce qu'on a le bon mot, on a le bon regard, la bonne attitude. Mais là, il se livre et là, voilà. Il y a un dialogue qui peut être instauré et il y a un espace pour parler. Et après, on peut faire remonter des informations très minimes au manager, au service des DRH pour essayer d'aider ce salarié à aller bien. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la bienveillance au travail. Je parlais de vigilance partagée. C'est un terme que j'utilise ou qu'on utilise pas mal en sécurité. La sécurité des uns des autres. Et on se rend compte que souvent, on voit des choses quand on passe dans, je sais pas, dans un atelier, enfin dans nos métiers, dans l'industrie en tout cas. On laisse faire des choses. On se met presque des œillères, ou en tout cas on ne fait pas attention à l'autre. En fait, je vais le dire comme ça, on ne fait pas attention à la situation, on ne fait pas attention à l'autre, parce que c'est pas notre sujet. Et je pense qu'il y a un bon nombre d'accidents, puisque je reparle de sécurité, qui pourraient être évités si on avait ce regard en disant « attention, là il devrait mettre ses gants parce qu'il est en train de meuler ou machin ». Ou « attention, cette palette qui est stockée au milieu du couloir, bon moi je l'ai vu, mais le suivant il va peut-être se prendre les pieds dedans, il y a un risque ». Donc là c'est sécurité, on voit bien à quoi ça peut emmener, à l'accident. Mais je pense que le côté vigilance partagée dans le thème qu'on a abordé, c'est-à-dire bien-être au travail, c'est un peu pareil, quoi. Il faudra avoir les mêmes réflexes, voir pourquoi il sourit pas, voir je sais pas, des fois ça se sent, hein, la crispation sur les visages, le mec il court partout, il est débordé, il s'énerve alors qu'il a des réactions, pourquoi il s'est énervé comme ça, quoi. C'est pas commun. Ou alors les tensions entre les gars. T'as vu comment ils se parlent, ceux-là, en réunion, t'as vu comment ils se... La vigilance partagée, je pense que c'est ça, c'est être à l'écoute de ces situations, de cet environnement, capable de sentir qu'à un moment donné, là, il faut quand même que j'intervienne parce que je sens qu'il y a une situation qui, moi, ma perception, c'est qu'elle n'est pas normale et qu'elle peut amener sans doute un risque derrière, quoi. On va dans une entreprise y passer la moitié de sa vie, comme tu disais tout à l'heure. Et le fait d'avoir des entreprises où on a un travail qui est très cloisonné, non, ça tu ne fais pas, c'est plus de ta responsabilité. Ça tu ne fais pas non plus, c'est pas toi de t'en charger. C'est pas ton ressort, t'as même pas la possibilité de proposer des solutions. Il n'y a rien de plus frustrant, démotivant que ça. Et dans cette entreprise, vu que c'est une petite structure, ou peut-être parce que c'est aussi la philosophie, il est tout à fait possible de proposer des choses à n'importe quel moment. Ça va être effectivement entendu, alors pas tout le temps forcément me dire oui, vous pouvez le faire, allez-y, banco, mais au moins ça va être entendu, on va avoir une possibilité de proposer quelque chose. Donc on se sent faire partie de l'aventure, avoir une chance de la faire évoluer. Et donc à ces éléments-là, on voit que l'entreprise considère chacun de ses employés. Pour moi, une entreprise n'est pas limitée, n'est pas cloisonnée à ses murs. C'est-à-dire que quand on prend soin de la qualité de la vie de ses travailleurs, ce ne sont pas uniquement les travailleurs pour lesquels on a un contrat de travail qui nous lie. Un travailleur, ça peut être un sous-traitant et les équipes d'un sous-traitant. Ça peut être un fournisseur, ça peut être un banquier, ça peut être ce qu'on appelle communément les parties prenantes de l'entreprise. À partir du moment où on essaye d'avoir une vision un peu élargie et qu'on ne pense pas uniquement à son petit nombril et à ses propres salariés, et qu'on se dit on est dans un écosystème, un environnement, et on doit prendre soin de notre environnement au-delà de ces simples murs, c'est la théorie du bisounours qui est entourée de bisounours. C'est que si on est entouré d'entreprises bisounours, les salariés sont tout le temps, nos salariés deviennent
au final, tous au contact de bisounours. Donc s'ils n'ont pas forcément le smile en arrivant eux le matin, c'est peut-être le fournisseur à qui ils ont mis le smile la veille qui va leur mettre à leur tour. Et la différence des besoins de chacun, des envies, des ethnies, tout ça, c'est la clé de tout. Voilà, c'est la vie en société. Et quand on arrive à avoir... Chez moi, on ne se pose même pas la question de la parité homme-femme, etc. Tout ça, c'est... Non, chacun vient, on est humain, quoi. On est humain et chacun a son truc à apporter avec ses talents. Et que ce soit un homme, peu importe, chacun vient apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Il y a un élément important, c'est le contenu et le périmètre de ce qu'il y a à faire. Alors moi, mes entreprises, ce sont des entreprises qui sont techniques, avec des personnes qui sont techniques et qui aiment la technique. Alors on est 9, 10. Personne ne va devenir calife à la place du calife, même moi. Parce que quand on est 10, ça laisse peu de perspectives effectivement d'évolution dans une hiérarchie. Par contre, on peut gagner en compétences techniques et en responsabilité et en périmètre de responsabilité. Et c'est une chose, moi, à laquelle j'essaie d'être vigilante. C'est-à-dire qu'il y ait de la nouveauté dans les projets qui arrivent, même si on n'est pas des magiciens, pour justement garder cet intérêt, leur garder cet intérêt aussi pour le travail. Je pense que un des rôles de l'entreprise, c'est de faire grandir ses travailleurs. Après, le rôle de l'entreprise en tant que tel, au départ, c'est pas celui-là, on est d'accord, on doit faire du business, on est positionné sur un marché, on doit faire vivre des gens, mais en tout cas, un des meilleurs moyens, selon moi, d'arriver à tenir ces engagements et d'avoir une entreprise qui marche bien, ça passe par le fait qu'on prenne conscience qu'il faut avoir un climat de bien-être dans l'entreprise et du coup aussi faire évoluer les gens, proposer des évolutions intellectuelles et managériales, de la progression aux gens qui composent l'entreprise. Sinon, tout simplement, ils restent pas longtemps, ils apportent pas, ça s'épuise vite, quoi. Donc le vivier, c'est quand même les ressources. Et si on fait grandir les ressources, j'allais dire naturellement, je pense que la boîte s'en portera que mieux. Donc du coup, voilà, c'est une nécessité pour les boîtes d'être capable de faire grandir leurs équipes. Dans mon entreprise, les ingénieurs, la plupart des collaborateurs sont en contact et avec les fournisseurs, avec les clients pour une raison ou pour une autre. Et c'est aussi la non-qualité au travail que peuvent amener ces éléments extérieurs. On va parler des fournisseurs parce qu'en général, ils font ce qu'il faut pour qu'on travaille avec eux, mais les clients, on a eu quelques expériences douloureuses. Des clients dont j'ai dû me séparer avec derrière un coût, pour pouvoir payer le prix de notre tranquillité à tous. Moi, je la diviserais en deux. En fait, la qualité de vie au travail, pour moi, c'est vraiment deux choses. Il y a le côté prendre soin matériel, la qualité de vie grâce au matériel qu'on va proposer. Donc, ça peut être l'ambiance au travail, les super locaux, le cuisinier haut de gamme qui nous fait une super alimentation. Ça, c'est quand on va faire. Bref, ne serait-ce que le matériel informatique. Aujourd'hui, on l'a vu aussi. Les gens se sont trouvés dans leur maison, leurs appartements, sur le lit, en train de devoir faire une visioconférence pendant que tu as le linge qui sèche en arrière, etc. Ou des mauvaises connexions Internet. Bref, on pourrait nommer beaucoup de choses. Et il y a à côté de ça tout ce que l'entreprise va faire pour qu'il y ait au niveau du relationnel. Donc, pour moi, le relationnel, c'est
ben justement, de l'écoute, c'est aussi qu'on entende, qu'on ne fasse pas juste écouter, mais qu'il y ait vraiment une vraie entente et qu'il y ait vraiment une action qui est prise, justement, quand on a entendu. C'est tout le côté aussi d'accepter que l'organisation, et là je reviens un peu, c'est un peu le matériel aussi, mais l'organisation, quand on voit aujourd'hui des réunions consécutives, une après l'autre, mais c'est pas humain en fait. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la situation du télétravail et que toutes les réunions se font à distance, nous on accompagne beaucoup d'entreprises et c'est inhumain. Ils passent d'une réunion à une autre, à une autre, à une autre et personne l'entend. Donc c'est ça une entreprise qui va prendre soin, c'est une entreprise qui va pas nécessairement être parfaite du début à la fin, mais qui va être capable de dire, OK, là, il faut qu'on bouge ça, là, il faut qu'on change ça, et qu'ils le fassent rapidement, efficacement, et qu'ils mettent pas trop des œillères et disent, bon, ben, on va laisser passer. Non, il faut vraiment réagir vite, et ça demande, pour qu'une entreprise puisse prendre soin de la qualité de vie des travailleurs, il faut qu'il soit très agile et très dynamique au niveau des prises de décision. Et en fait, comment on le voit, comment ça s'entend, comment ça se perçoit, moi, je trouve que c'est simplement, je rejoins ce qui a été dit, c'est le sourire des travailleurs, le sourire des clients, le sourire quand tu rentres et tu es accueilli dans une entreprise par de la gentillesse. C'est aussi la capacité de mobilisation des équipes. Quand ils sont bien, on se rend compte qu'ils sont enthousiastes et qu'ils ont envie de s'investir, qu'ils se mobilisent, surtout dans des périodes difficiles. Et donc après, le jeu, il est là. C'est aussi de gérer le surengagement, parce que des équipes, des gens qui sont heureux dans leur entreprise, c'est souvent des gens qui croient au sujet, qui croient au produit, qui sont hyper engagés. Et ça aussi, c'est un grand défi pour, en tout cas, nous, c'est ce qu'on vit. C'est comment on accompagne ce surengagement-là. On ne peut pas demander à tout le monde de faire n'importe quoi. Il faudrait essayer de fonctionner par l'absurde. Voilà. Si je te demande d'aller me construire une tour Eiffel demain, tu vas bien être obligé de dire que tu peux pas le faire. Tu vas bien te rendre compte qu'il manque quelque chose. Donc tu vas être obligé de demander de l'aide. Alors là, c'est absurde, mais en plaquant cette méthode sur ce qu'on te demande de faire dans l'entreprise, te dire que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, voilà. Essayer d'analyser le pourquoi tu peux pas, et tu vas bien te dire, soit il manque une compétence, soit il manque du temps, soit il manque un truc. Donc tu vas devenir légitime pour demander de l'aide. Voilà. Pour garder le contact, en fait, on dit toujours, nous, on a cette notion d'entreprise à taille humaine. Et ce mot-là, quand on est dans un énorme groupe, ça peut paraître... c'est un peu hallucinant, mais c'est quand même comme ça qu'on le vit. C'est-à-dire que c'est des PME, c'est des boîtes, je vous disais, 50 personnes, 100 personnes. En tout cas, il n'y a pas 50 niveaux de hiérarchie, tout le monde se connaît. Et on peut aller très vite dans plein de choses. Tu parlais d'agilité. On peut aller très vite pour retourner les situations, pour s'adapter, pour voilà. Et c'est un schéma où finalement on a très très peu de règles. On a quelques outils communs forcément parce qu'on fait partie d'un grand groupe, mais au global on a très peu de règles. C'est pas la culture. Il y a très peu de formalisation. La culture, elle est plus et les valeurs d'ailleurs, parce qu'en fait, je ne sais pas d'où vient l'origine de ce schéma-là honnêtement, et qui a pensé ça au départ, mais c'est ce qu'on nous enseigne quand on arrive là un peu, c'est les valeurs de synergie et on va dire les valeurs. Donc les valeurs, c'est quoi? C'est de la confiance. Les valeurs de synergie, c'est confiance, autonomie, responsabilisation, esprit d'entreprendre et solidarité. Et des fois, on peut dire, ouais, c'est du commerce, c'est du marketing, c'est tout ça. Honnêtement, pour les vivre depuis un certain temps maintenant, ce qui me frappe, c'est que globalement, moi j'ai le sentiment qu'on est en ligne, que tout est fait pour être en ligne avec ces valeurs-là. Et ça, je trouve que, pour moi, une entreprise qui prend la qualité de vie, qui prend soin de la qualité de vie de ses travailleurs, c'est une boîte qui va permettre en fait à chacun
de trouver sa place, son autonomie, à qui on va pouvoir faire confiance, à qui on va donner la latitude de manager, parce qu'un chef d'entreprise, il faut qu'il ait les pouvoirs de diriger sa stratégie, sinon il a que le titre. Et là, c'est ce qu'on arrive à faire dans ce schéma, et je trouve ça assez fort. Et surtout que il y a beaucoup de moments de partager, c'est-à-dire que dans chaque boîte, je vais vous donner un exemple très concret, mais on fait ce qu'on appelle les PSP, plans stratégiques. Et le dernier P, c'est partager. C'est-à-dire que ce PSP, il est construit avec les équipes de l'entreprise. Mais quand je dis les équipes, ça peut être entre guillemets les ouvriers, c'est tout le monde. Tous ceux qui ont envie de participer à un moment donné à la réflexion de où on va positionner l'entreprise et comment on va la faire avancer, ils ont le droit de parole et plus que ça, ils sont partie prenante. Ensuite, c'est bien sûr un peu consolider tout ça, c'est présenter, valider à une DG, et derrière, c'est recommuniquer. Et on fait avancer nos entreprises en fonction de ce schéma-là. En tant que créateur d'entreprise, la culture de l'entreprise correspond effectivement aux valeurs initiales de son créateur. Mais nous sommes dans un monde vivant, changeant, donc ces valeurs-là doivent servir de socle, mais aussi s'adapter à la réalité du marché. On sait ce qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on vivra demain, on sait ce qu'on a vécu hier. Et en ce sens, les valeurs qui sont des socles vont être utilisées plus ou moins fortement. Comme un être humain va utiliser à des moments donnés plus sa tête, plus son cœur, plus son corps, l'entreprise va utiliser plus une valeur qu'une autre, va découvrir de nouvelles valeurs, des nouvelles compétences, des nouvelles techniques, va découvrir un nouveau monde. Et donc, le but du jeu, c'est que l'entreprise grossisse, que l'équipe grandisse et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc au final, quand on bâtit un mur, on a besoin de chacune des pierres et chaque pierre a sa fonction. Voilà. Certaines portent plus, certaines cachent l'ombre, certaines mettent en valeur des choses, certaines ont juste une vocation à être belles. Chacun va mettre sa pierre à l'édifice et la pierre, c'est la valeur de chacun, c'est l'envie de chacun. Et donc, oui, je pense que au final, l'entreprise, à un instant T, ne correspond plus à celle qu'elle a été au moment de sa création. Et elle ne correspond pas non plus à celle de demain. L'entreprise évolue, son système de valeurs évolue en fonction des gens qui la vivent, et ce sont les gens qui la vivent de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Alors, question numéro 3. Qui est responsable du bien-être des travailleurs? Qui a le rôle de prendre soin des travailleurs? Personne d'autre que le travailleur lui-même ne peut prendre soin de lui. Donc, c'est lui qui est responsable. Le rôle du manager, c'est justement l'aider à être un être responsable et lui rappeler que c'est pas un gamin dans une entreprise. Très souvent, un salarié, il est papa, ou elle est maman. Donc, c'est quelqu'un de responsable par définition. Donc, il suffit de le mettre dans le même état d'esprit adulte. Il faut que ce soit un adulte, pas un gamin qui vient pointer ou qui vient essayer de contourner du pointage. Donc c'est un état d'esprit. Les gens doivent arriver avec l'état d'esprit adulte, à mon sens. Qui a le rôle de prendre soin des travailleurs? C'est la structure qui a été créée, qui les accueille, qui doit être prévue pour que chacun puisse exprimer son propre sens des responsabilités, sa propre vision, ses propres envies. Donc quand on fait le lien avec le biorhythme, il y a des moments, à mon avis, où on va sortir des sentiers battus, on a la machette d'Indiana Jones, mais il y a d'autres moments de la journée où on a besoin d'être en mode rouleau compresseur et
de suivre un truc qui est déjà tout fait, réfléchi par d'autres, parce que ça nous fait du bien et que malgré tout, il faut faire ce travail-là. Donc, pour revenir sur la question, qui a le rôle de prendre soin des travailleurs? Pour moi, c'est celui qui a la vision la plus globale. Normalement, c'est le manager qui est capable de voir où est-ce qu'on va, où est-ce que l'équipe va, et comment est l'état de santé de son équipe, ou quand est-ce qu'elle est fatiguée ou pas, et à quel moment il faut calmer le jeu et se référer à des choses qu'on sait déjà faire, qui sont procédurisées, ou alors sortir les barres de vitamines et les pots de café pour avancer plus vite. Et je pense que c'est tout le jeu, en fait, de garder l'équilibre. La qualité de vie au travail, c'est pas que de la responsabilisation, c'est aussi du respect de la nature humaine. Un humain, il y a des moments où il n'est pas à 200%, il y a des moments où il a besoin de s'appuyer sur de la procédure. Donc voilà, moi, j'estime que mon rôle de manager, c'est d'offrir ça à mes salariés, ou de leur rappeler que c'est pas des Superman. Moi, j'ai le t-shirt de Superman, mais personne n'est Superman. On est juste des humains. Donc à partir de là, il faut que chacun garde l'humilité nécessaire pour savoir que on n'a pas tout le temps besoin de lui, et quand on n'a pas besoin de lui, il est temps qu'il en profite pour se reposer, et qu'il profite de ces périodes de repos, que ce soit les congés, les week-ends ou les activités à faible rendement. Voilà. Un dirigeant a le droit d'aller mal. Alors, oui, un dirigeant a le droit d'aller mal. Alors, par contre, je pense que je pense qu'on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'avoir des coups de pompe, on a le droit d'être inquiet. Par contre, on doit toujours avoir... alors, en tout cas, en ce qui me concerne, hein, là, je vais parler de moi, je ne sais pas me morfondre dans la difficulté. Il faut que je trouve des issues, des façons d'espérer et de me mettre en mouvement pour pouvoir sortir de mon état, quoi. tout bêtement. Et je pense que c'est important, parce que on ne doit pas cacher à ses collaborateurs qu'on a un coup de pompe. Il ne faut pas en avoir tous les 4 matins, hein, clairement, mais ça arrive, on est des humains, on a aussi nos propres faiblesses. Et je pense que le fait de les assumer vis-à-vis de ses collaborateurs, ça devient une force, quoi, parce que ça nous remet sur le même plan d'égalité de l'humanité, quoi. Nous sommes tous des humains. Voilà. Donc, qui est responsable du bien-être des travailleurs? J'ai envie de dire que c'est tout le monde, en fait. On est vraiment tous co-responsables, que ce soit les patrons, les managers, que ce soit les dirigeants, que ce soit les clients, que ce soit les collaborateurs et les travailleurs. On ne peut pas être bien dans une énergie, dans une systémie de travail, s'il y a un morceau qui ne fait pas attention à l'un et à l'autre. Et pour moi, c'est quelque chose... et je pense que le premier, c'est soi. Et là, je rejoins exactement ce que tu disais par rapport à si moi-même, je ne prends pas soin de moi, si j'ai pas assez si j'arrive pas à dire stop, ou si je n'arrive pas à dire mes besoins, si je ne me connais pas assez, c'est sûr qu'on peut avoir un super manager, mais on a une co-responsabilité dans les deux sens. Et comme j'ai une co-responsabilité avec mes collègues et entre collègues aussi. Donc, pour moi, la responsabilité du bien-être des travailleurs, c'est vraiment ça, en fait. Et qui a le rôle de prendre soin des travailleurs? C'est même pas... Il n'y a personne c'est pas qu'une personne. C'est vraiment tout le monde ensemble. Après, chacun à son niveau. C'est-à-dire que... Pour moi, la direction ou l'entreprise, elle a des responsabilités parce qu'elle doit donner les moyens. Le collaborateur, il a des responsabilités parce qu'il doit être aussi être à l'écoute et être dans la bienveillance avec son collègue. Hein. Par exemple, si on travaille avec un collègue qui dit tout le temps oui à tout, quand on a besoin d'aide, peut-être qu'on va faire attention à cette personne et aller peut-être demander à une autre personne. Donc ça fait partie d'une capacité aussi et d'une sensibilité de prendre soin les uns des autres. Je pense que c'est quelque chose qui devient vraiment primordial aujourd'hui
Mais c'est vraiment la notion de responsabilité. Et en quoi je suis responsable de faire, de dire, d'être, de ne pas faire, de ne pas dire, de ne pas être. En quoi je suis responsable aussi, aujourd'hui, moi je m'aperçois, c'est en quoi je suis responsable de faire des choix. Est-ce que je choisis d'être dans cette entreprise? Est-ce que je choisis de faire ce métier-là? Est-ce que je choisis de traiter avec ce client-là? Est-ce que je choisis de prendre un dossier alors que j'en ai 10 autres dans mon agenda à traiter? Et c'est là où on a une responsabilité. Et ça me fait penser jusqu'à ça aussi. C'est en quoi je suis responsable de la qualité, on parle de qualité de vie au travail, mais aussi de ma qualité du travail, parce que une entreprise qui, en tout cas, des travailleurs qui sont tout le temps en train de dire oui à tout et qui disent pas, et là je parle de moi, ben la qualité n'est pas la même que si je prends vraiment le temps de dire non, là je peux pas, là je peux pas. Il y a 8 heures de travail dans une journée normale, j'ai quand même une vie, j'ai besoin de ma vie, de m'occuper aussi de ma vie perso et de prendre soin de moi en dehors de cette notion de travail. Donc, et ce que j'observe aussi, en tout cas ce que je vis aussi aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de rendre responsables les autres. Mais pourtant, c'est là où on perd toute notre liberté. Donc moi, je m'aperçois que quand je prends ma responsabilité, je reprends aussi toute ma liberté et c'est ça qui est génial. Et je souhaite fortement que dans les entreprises, on ait tous cette capacité-là. Et donc, le rôle de l'entreprise, c'est de donner la possibilité, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça le témoignage extraordinaire, de se dire, nous, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, en tant que patron, on doit donner le droit à la personne de dire stop. On doit pouvoir donner le droit aussi à dire à la personne, ben là, aujourd'hui, c'est non, demain, peut-être que ça sera un oui. Et quand on donne cette liberté-là, ça change tout, en fait. La limite entre la vie perso et la vie au travail de mes salariés, pour moi, c'est quelque chose de très tenu, mais qui est de l'ordre de l'ingérence. Pour moi, c'est important de prendre en compte les signaux faibles, de me rendre compte qu'il y a un souci, ou en tout cas qu'ils l'expriment eux, qu'ils aient la possibilité de l'exprimer de façon à pouvoir le prendre en compte dans l'organisation du travail, dans leurs absences, mais en aucune façon faire de l'ingérence pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme maladie, s'ils sont en train de divorcer, je veux dire, s'ils ont envie de le dire, ils le disent, mais pour moi, c'est du domaine du confidentiel. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette limite-là. Alors déjà, pour répondre à la question qui est responsable du bien-être au travail, pour moi, il y a déjà le dirigeant qui fixe un cadre. C'est pas au jour le jour, mais il doit fixer un cadre avec une certaine attitude qui fait que ça engage tout le monde à avoir la même attitude. Dans mon entreprise, quand on a le dirigeant qui envoie des vidéos régulièrement juste pour donner la température de l'entreprise, pour savoir que non, tout va encore bien, c'est une période d'incertitude, mais vous inquiétez pas tant que ça. On sait où on va passer à travers la crise, on a mis ça et ça en place. Voilà. Et ça, c'est aussi, ça donne un peu le ton. Quand il nous dit aussi de profiter de ce temps-là, ça donne effectivement le ton pour que tout le monde se comporte un peu de cette façon. Après, ça passe aussi par le recrutement, parce qu'on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais si on ne recrute pas les bonnes personnes, eh ben, ça va forcément changer l'ambiance de l'entreprise. Je l'ai déjà vécu dans des équipes où tout allait très bien, puis il y a une personne en particulier qui est recrutée à un poste un peu clé, et puis ça change tout, parce que du coup, y a de la méfiance qui s'installe, il y a de la confiance qui n'y est plus, ou l'ouverture de la parole. Et après, évidemment, c'est soi. On m'a toujours dit, ouais, mais toi, tu arrives toujours à dire des trucs, enfin, moi, j'oserais jamais dire ça. Comment tu... attends, tu peux pas dire ça quand même. Ben si, pourquoi ? Pourquoi je pourrais pas le dire ? Ce qu'on fait, c'est n'importe quoi, faut le dire. Là, on va droit dans le mur, faut le dire. On nous demande des choses, on n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Pourquoi je le dirais pas ? Si je dis pas, je me mets automatiquement dans une situation de stress. Donc je me suis aperçu qu'à chaque fois que je suis stressé, c'est pas dur, c'est qu'on me demande de faire quelque chose et j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Soit j'ai pas le temps,
soit j'ai pas les compétences, soit dès que ça a été vendu, on sait déjà que c'est mort. Et ça arrive. Ça m'est arrivé fréquemment. Donc, je passe peut-être 1 jour, 2 jours stressé, et après je fais non, stop, c'est pas possible. Donc, je vais le dire haut et fort aux bonnes personnes. Et soit clairement je serai fixé et on va me dire tais-toi, tu le fais, et du coup, quelques temps après, je m'en vais. Soit il y a une vraie réponse, on dit ah bah oui, effectivement, ok, on va trouver des solutions. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit que la boîte aussi est bienveillante, mais ça part effectivement de soi. J'ai souvent été connu comme la personne capable de dire non. Et dans ma boîte, actuellement, on me dit que c'est une force. Voilà. C'est vraiment que ça part de nous. Hein. Si on considère effectivement, comme tu disais, qu'on est des adultes, et voilà, on a les données de départ. Alors on nous demande de faire ci, on a tel élément pour le faire. Selon nous, ça ne fonctionne pas. Peut-être que quelqu'un d'autre y arriverait, ok. Mais moi, je ne peux pas le faire. Donc je vais le dire, il me manque quelque chose, ou vous m'en demandez trop à ce moment-là, ou je suis dans une période où je ne peux pas. Et savoir que les gens autour sont capables de l'entendre, voilà, c'est que je suis bienveillant envers moi et les autres aussi. Dès que j'entends un collègue que j'entends dire qu'il travaille tard la nuit, qu'il travaille le week-end, qui me dit non, mais là j'ai pas le temps, du coup je vais le faire ce week-end. Et instinctivement, je lui dis mais non, mais on ira dire ensemble au chef de projet, au manager, que non, on n'a pas eu le temps pour telle et telle raison, mais il n'y a aucune raison que tu sacrifies ta vie personnelle pour le faire. Donc, je sais pas si ça aide, mais en tout cas, il sent que non, c'est pas normal. Voilà. Je pense que si on agissait tous comme ça, même les managers néfastes se retrouveraient un peu seuls. Quoi. Alors, le lien que je fais entre le bien-être de la personne, du salarié et la qualité de son travail, c'est tout simplement comme... c'est vraiment comme une recette, en fait. Si tu fais un gâteau, okay, et que tu utilises des mauvais ingrédients, le résultat, il va être très mauvais. Et moi, je l'ai déjà vécu en faisant des gâteaux avec la mauvaise levure, ça lève pas du tout. C'est exactement la même chose. Je peux pas imaginer que quelqu'un va vraiment faire un bon travail, va être... Surtout dans nos métiers, on a besoin d'être en relation, on a besoin d'être généreux, on a besoin de donner beaucoup de notre personne, parce qu'on fait beaucoup d'heures quand on est sur des missions. Si on n'est pas bien, dans notre peau, si on n'est pas bien parce que le travail est trop intense, parce qu'on ne se sent pas à notre juste place, on ne peut pas livrer, c'est pas possible. Et pour moi, c'est impossible de séparer les deux. C'est vraiment, c'est l'humain, c'est l'ingrédient principal. Pour moi, dans la notion de responsable, à un moment donné, responsable en entreprise du bien-être au travail, forcément que l'employeur et à la limite le dirigeant, il a son rôle à jouer. Donc, même si c'est forcément un sujet qui est partagé et qu'on doit tous être responsables, celui qui est à la tête de pont et qui a entre guillemets le pouvoir, il a plus de leviers que les autres, on va dire, pour créer le cadre qui va faire que les gens vont se sentir bien. Quand je dis les gens, c'est les salariés. Ne serait-ce que le cadre financier, il a le pouvoir de dire et de doter ses équipes de moyens matériels. Voilà. Après, forcément qu'il faut... Je suis pas trop pour les règles, mais il en faut plein des règles, au final. T'as raison. Et c'est forcément un sujet partagé. On a des spécialistes de ça, on a des RH, on a des préventeurs qui doivent savoir dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon en termes de ne serait-ce que de sécurité, qu'est-ce qu'on respecte là où on est dans les règles ou on n'est pas dans les règles, parce qu'on peut pas tout faire au feeling quand même. Donc heureusement qu'il y a des spécialistes et des verrous et ce côté-là qui vient nous, alors parfois mettre un peu des bâtons dans les roues, ça peut être le sentiment, mais parfois aussi qui nous remet sur la bonne voie pour dire ouais, faites pas n'importe quoi avec vos gars, s'il y a ça qui a été fait, c'est que c'est sûr que quand on a travaillé plus de 12 heures, on va peut-être s'arrêter quoi. Tout
à l'heure, dans le reportage, on parlait d'amour, mais c'est ça, alors, l'amour, c'est un grand mot, mais l'énergie de l'amour, c'est juste ça. Quand tu es manager, tu dois aimer les gens. Et en fait, ce que j'ai envie de partager, là, au public qui va écouter ce reportage, c'est que si vous aimez pas les gens, ne soyez pas manager, ne soyez pas entrepreneur, ne faites autre chose. Allez, je sais pas, moi, faites de la recherche dans des laboratoires, vous parlez à personne. Mais si vous aimez, il faut aimer les gens. Et quand on aime les gens, automatiquement, on a de la bienveillance et on fait attention. Et c'est surtout ça. Et après, ayez une hygiène de vie. Moi, je me suis aperçue que je manage aujourd'hui avec une hygiène de vie qui est primordiale pour que je puisse être dans la bienveillance. Parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Je vais prendre la parole. Pour moi, très clairement, la qualité de vie des travailleurs, elle est de ma responsabilité de dirigeante. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée d'entreprise. C'est moi qui fixe le cadre, c'est moi qui crée les conditions de la confiance et de la libération de la parole. C'est moi qui dit comment on recrute. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui recrute, mais comment on recrute de façon à ce que les recrutements que l'on fait s'intègrent bien dans l'entreprise et dans les valeurs de l'entreprise que je porte avec mes collaborateurs. C'est aussi moi qui décide de me séparer de quelqu'un qui est toxique, parce que je sais que ça va me coûter de l'argent, mais voilà. Et oui, clairement, c'est moi. Après, les conditions sont créées et il y a effectivement une responsabilité partagée des collaborateurs de façon à ce que ça vive, cette qualité de vie au travail. Je rejoins aussi ce que tu dis Jérémy, sur les moyens pour travailler. Pour moi, il y a une chose qui est claire, c'est que pour bien travailler, il faut avoir les moyens qui vont bien pour effectuer son travail. Donc si un ordinateur est en fin de vie, il faut le remplacer. Si on a une clé qui est cassée, il faut la remplacer. Ça fait, je veux dire, et c'est moi qui mets en place les conditions qui vont faire que ça va se faire naturellement, sans pour autant, sans rentrer dans des débats sans fin. Mais effectivement, après, derrière, il y a une vie au travail qui fait que les personnes vont fonctionner ensemble, vont pouvoir alerter quand il y a trop de travail, ou parce qu'on ne peut pas non plus, là, par contre, être le nez devant sur tout ce qui se passe. Moi, on rentre des commandes et puis à un moment donné, ça coince. Il faut que les collaborateurs le disent et le signalent, parce que trop de charge de travail aussi, ça se traite, quoi, hein, ça se traite. Il y a des solutions. Je dis, les problèmes, il faut les poser et on trouve des solutions. Quand on ne les connaît pas, on ne peut pas trouver de solutions. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est dans les textes de loi. L'employeur a l'obligation légale du respect et du maintien de la santé physique et mentale des salariés. Donc à partir de là, le cadre, il est dressé, il y a forcément des règles. Tout comme en maintenant le respect des valeurs éthiques, morales de l'entreprise, certes, mais aussi des salariés qui sont embauchés. Et c'est ce qui va faire le collectif, c'est ce qui va donner une dimension à l'entreprise. Quand on parle de culture d'entreprise, j'imagine que tes collaborateurs, ils peuvent être à ton image, ils peuvent te ressembler aussi, peut-être pas physiquement, mais dans la mentalité, dans l'ouverture d'esprit. Pas forcément. Pas forcément, ok. Mais après, voilà, on disait qu'un dirigeant, il emmenait aussi dans son sillage des gens qui pouvaient lui ressembler, ou pas. Mais globalement, on voit bien une entreprise, sans les nommer, et bon, voilà. On sent qu'il y a un truc commun qui nous anime et qui fait qu'on partage les valeurs éthiques et morales. Et quand ça ne va pas, que fait le salarié ? Il s'en va. Et ça peut amener, quand on n'est pas en phase avec ces valeurs-là, une souffrance. Donc voilà, pour moi, ça va passer par là, l'obligation de l'employeur de faire attention à.
Moi, ce qui m'est venu tout de suite, parce que c'est ma vision de la vie, c'est le collectif. Voilà. Même si on doit prendre soin de soi, oui. Mais après, dans le fait de travailler dans une entreprise, il y a le collectif qui est là et il est extrêmement important puisqu'il va porter individuellement chaque personne. Et puis ça peut être une fois quelqu'un qui va être meneur et une autre fois quelqu'un qui va l'être à son tour. Il faut laisser aussi le choix aux personnes plus à l'aise de donner la parole à quelqu'un qui l'est un petit peu moins, quelqu'un qui est plus effacé. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant, lorsqu'un manager fait ses petites réunions de début de semaine, de s'adresser à tout le monde. Et que ce soit à son bras droit ou au petit stagiaire qui vient d'arriver. Parce que le petit stagiaire qui vient d'arriver, il est là pour 6 mois minimum. Il va avoir toute sa place au sein de l'entreprise. Il va falloir qu'il la gagne, mais il va falloir qu'on lui laisse aussi. Et si on ne l'inclut pas, déjà, ça part très mal. À nous aussi, plus âgés, dans l'entreprise, et puis par l'âge aussi, d'accueillir les plus jeunes, de leur montrer, que ce soit sous forme de process, que ce soit sur tout ce qui est aussi transmis l'expérience comme ça. Voilà, en entreprise, tous les gestes que font, j'imagine, les mécaniciens, il y a des choses, oui, mais il n'y a pas un schéma pour tout. C'est l'expérience qui fait que... cette transmission, ça passe aussi par la bienveillance. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que pour qu'on puisse tendre à s'épanouir, à devenir beaucoup plus performant et surtout tendre au plaisir au travail. Moi, je trouve que le travail, c'est merveilleux. C'est un endroit qui nous permet de nous réaliser, de nous créer, de transmettre, de se transcender, de suer, d'avoir mal, d'avoir peur, d'avoir plein de choses. Mais c'est ce qui fait aussi le but de se lever le matin. Et peu importe ce que c'est comme travail. Mais on se lève le matin, on a la patate, on a l'envie. Moi, c'est ce que je transmets à mes enfants. Ils vont à l'école, mais je leur dis, mais amuse-toi. Éclate-toi. Voilà, je ne dis pas ramène-moi des bonnes notes, je m'en fiche. Mais par contre, la notion de plaisir, d'épanouissement, pour moi, c'est la base de la vie.